plus précisément du karaté traditionnel. Pardon. Il y avait le championnat, oui, on s'en mêle ce matin. Il y avait un championnat du monde qui était organisé à Hurghada ce mois-ci. Et justement, nous avons la chance d'avoir deux représentants de deux fédérations différentes. Tout d'abord, nous avons Ednée Augustine. Sandrine Lecor. Oui. Vous êtes présidente de la Fédération française de karaté, n'est-ce pas? Et nous avons M. Ibrahim El Marhoumi qui est président de la Fédération égyptienne de karaté et secrétaire de la Fédération internationale de karaté, n'est-ce pas? Oui, absolument. Bonjour, ravi de vous avoir ce matin avec nous. Bonjour. Alors, la question bateau, celle qu'on demande tous, quelle est la différence entre le karaté normal et le karaté traditionnel? Je réponds? Oui. Alors, le karaté traditionnel, c'est la forme originelle de l'art martial. D'accord. C'est un art martial d'autodéfense éducative. Donc, tout y est différent, en fait. D'accord. L'enseignement, la pédagogie, l'arbitrage, les règles de compétition. Surtout, la plus grosse différence, c'est l'art originel, quoi. D'accord. C'est le premier karaté traditionnel, c'est la première forme de karaté qui existe dans le monde, en fait. Très bien. Parfait. Si on parle du karaté traditionnel et du karaté en large, en tant que système de vie, système de, je dirais, manière de regarder la vie, parlez-nous de cela. Le karaté, aujourd'hui, pourquoi le nom traditionnel? Pour différer la différence entre l'art originel et les autres formes de karaté. C'est quoi les autres formes de karaté? C'est-à-dire que toutes les disciplines, ils sont nés de la forme originelle. Nous avons aujourd'hui karaté sportif, contact, il y en a même du karaté artistique en musique et tout ça. Et le karaté traditionnel a gardé l'accent sur l'aspect éducatif, comme elle a dit Madame Lecor, et aussi au niveau compétition, reflète exactement l'aspect éducatif qui est enseigné au dojo pour les élèves. Ce qui fait que nous avons deux codes qui se disent au dojo et deux codes à la fin. Et c'est surtout mettre l'accent sur l'aspect éducatif avant l'aspect sportif. Alors juste avant de rentrer dans le détail, dans le vif du sujet, nous allons juste passer un reportage justement concernant la dernière compétition qui s'est tenue à Hurghada et qui a permis de promouvoir également le tourisme. 17 pays ont participé. L'Égypte a remporté 9 médailles, la France a remporté 4 et l'Algérie 3 médailles. Oui. On se retrouve tout de suite pour plus de détails juste après ce reportage. En tant que représentant de la Fédération française de karaté traditionnel, je suis très heureux d'être ici à Hurghada en Égypte pour la Coupe du monde de karaté traditionnel ITKF. La Fédération égyptienne de karaté traditionnel a fourni un travail extraordinaire pour organiser cette compétition et j'aimerais les en remercier. Nous sommes très heureux avec nos délégations françaises d'être ici. Cela fait plusieurs jours, nous avons pu profiter bien sûr des bienfaits de la mer Rouge, mais surtout nous avons pu profiter de la magnifique organisation du championnat. Le tournoi s'est extraordinairement bien passé. Nous allons commencer cet après-midi et tout semble prêt, fin prêt pour accueillir la Coupe du monde ITKF. Bonjour, moi je m'appelle Cindy, j'ai commencé le karaté il y a 20 ans, donc à mes 5 ans. Et le karaté pour moi au début c'était un loisir comme tous les enfants, puis en grandissant ça a vraiment devenu une passion. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on a au fond de soi et qu'on aime par-dessus tout, donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire les championnats du monde et la Coupe du monde en Égypte. Alors donc moi c'est la deuxième fois que je vais en Égypte par rapport au championnat du monde et là donc c'est la Coupe du monde.
Donc autant les deux, il y avait une très bonne ambiance, les gens sont très accueillants, très chaleureux, donc ce qui donne vraiment un bon environnement, un bon feeling entre les athlètes. Je trouve que l'organisation est excellente. Je remercie la Fédération égyptienne de karaté traditionnel parce que c'est une belle organisation. La démonstration était magnifique, l'ouverture magnifique et l'équipe d'organisation est très sympathique et vont dans le bon sens pour monter dans les événements internationaux en tous les cas. Je dis aux gens égyptiens que l'Égypte est un beau pays, qu'on s'y sent comme à la maison, on s'y sent chez nous. Et je suis très heureuse d'être ici parmi vous en tous les cas. Shukran. Ibrahim, si on parle du niveau de l'Égypte, que ce soit africain et mondialement, le niveau, le plan africain et le plan mondial. La fédération de karaté traditionnel actuellement, je peux dire que c'est une fédération qui a sa place au niveau mondial. Ouais. Au dernier mondial, au 17e championnat du monde, a eu lieu au Caire en 2014. Classement général, on était premier. Et là, on a eu entre-temps championnat d'Afrique, championnat d'Europe, championnat d'Afrique, championnat des pays arabes. L'Égypte était premier. Et là, la grande surprise dans la Coupe du Monde qui a eu lieu à Hurghada, on a que des champions du monde, des gens qui sont classés mondiaux au niveau mondial, avec les 5 catégories de compétition confondues, et qu'on sort encore le top des champions. Il y a eu des champions dans chaque catégorie. Après, il y a un champion de toute catégorie de compétition. Nous avons également la grande surprise, première mondiale dans la région, première mondiale, un Égyptien qui soit super champion de tous les champions. Mahmoud El-Kasraoui. Voilà. Alors, Sandrine, désolée, parce qu'elle est dans une position un petit peu difficile, puisqu'elle représente la France aussi. Donc, la France se positionne où par rapport au classement? La France était derrière l'Égypte. Comme quoi, on est relié dans le sport. Hein. On n'est pas que seulement relié dans la culture, ni dans l'économie, mais même sur le niveau sportif. Est-ce que une compétition telle que celle-ci, qui a eu lieu à Hurghada, peut rapprocher justement les différents pays? On a vu qu'il y a 17 pays qui participent à cette compétition. Dans une ville qu'on peut dire qui fait partie des plus belles villes d'Égypte, à Hurghada, est-ce que non seulement c'est un double objectif cette compétition? Écoutez, Hurghada, c'est une ville absolument incroyablement belle. On était très contents que la Coupe du Monde se passe là-bas. Parce que déjà, moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, qui est vivante, qui est chaleureuse. Les gens, ils sont incroyablement riches, d'une grande gentillesse. Et pour nous, le karaté traditionnel, on est une grande famille, en fait. Malgré que nous soyons dispatchés dans le monde entier, nous nous réunissons régulièrement tous les ans. Et on est très contents de se retrouver quand il y a des championnats du monde, des coupes du monde. Bon, après, pour l'Europe, pour nous, les championnats d'Europe, on est vraiment très heureux et on se rassemble tous à la fin pour se voir, pour discuter, pour échanger de comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce qui va pas. Enfin voilà. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir tous se retrouver dans un cadre absolument incroyable. Parfait. Et c'est ce qui différencie les différents sports, justement, parce que quand on voit le monde du football, le monde du basket, on a cet esprit de compétition, de haine. Est-ce que le karaté traditionnel est au contraire plus détendu, plus... Alors, moi, c'est ça là-dessus que je voulais rebondir sur ce que disait Ibrahim tout à l'heure. Excuse-moi. C'est que la compétition, le karaté traditionnel et la compétition, c'est l'entraînement qui amène à la compétition. Ça veut dire que c'est ce qu'on travaille toute l'année ou toute une vie qui fait qu'on fait la compétition. On ne fait pas des entraînements spéciaux
pour compétition. La compétition, c'est vraiment le travail qui est fait régulier, c'est voir ce qu'est un athlète, c'est son travail journalier, de son entraînement qui va l'amener à la compétition. Et Ça ben, la se fait sur soi, compétition, en fait. c'est l'art du budo japonais. D'accord. Ça veut dire le corps et l'esprit qui permet de travailler sur soi, sur ses maîtrises de soi, sur ses émotions, pour arriver à la non-violence en fait. D'où l'art éducatif. Et pour les femmes, ça travaille la confiance en soi, le bien-être, je pense à vous, c'est pour ça. Oui, c'est ce que je disais, en fait, c'est un art de vivre, le karaté traditionnel. Totalement. On respecte notre adversaire, on respecte tout en fait. C'est ce qui fait que cet art martial-là est différent des autres. Oui, c'est vraiment le travail sur soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, le contrôle, le respect de soi, le respect des autres, persévérance, toutes ces valeurs que représente le karaté traditionnel et l'art du budo japonais en fait. Voilà. D'accord. Et dans les compétitions, ça reflète totalement ça. Sinon, ce n'est plus le karaté traditionnel. Très bien. Si tu voulais rajouter quelque chose. Non, parce que il a parlé quelque chose de très important. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport, l'ingénieur Khaled Abdelaziz, pour toutes les facilités qu'il a fait pour que l'événement ait lieu dans un cadre qui correspond à l'image d'Égypte. Et c'est surtout que nous travaillons en tant que fédération égyptienne pour amener le monde vers l'Égypte, pour voir l'Égypte, c'est un pays magnifique, et aussi faire revenir le tourisme à nouveau, parce que le monde entier rêve venir voir l'Égypte sur toutes ses facettes. Et là, toutes les délégations qui sont venues, ils sont partis ravis. Quand il y a eu le championnat du monde en 2014, nous avons programmé des visites aux pyramides, des musées, tout ça pour qu'ils voient l'Égypte, pas uniquement pour la compétition. Nous avons fait également ça à Hurghada. Les gens, ils ont dit, on va revenir, on ne va plus regarder les médias. C'est Ils un ont beau été message. charmés par, Charmés, heureux, par le très Nil et contents. le Très pouvoir content. des pharaons. Voilà, c'est ça. Parfait. Monsieur Ibrahim, si on parle de la coopération entre les deux fédérations de karaté traditionnel égyptienne et française. Vous savez que nous avons une étroite collaboration entre l'Égypte et la France, ça date de loin. Nous avons une culture, l'Égypte fait partie des pays francophones, et aussi historiquement la France est très proche de l'Égypte. Il y a beaucoup de collaboration avec la France autant que fédération française, mais aussi avec le président de la fédération européenne, et madame aussi elle est membre au comité directeur de la fédération européenne. Et surtout, par rapport à ma position internationale, je côtoie un peu tous les leaders au niveau mondial, présidents et présidents de fédérations régionaux. Mais c'est surtout les Français, vous savez que je vais vous dire quelque chose, les Français sont amoureux d'Égypte. Par exemple, ça m'est arrivé sur des sites touristiques, les guides, ils ont peur de sortir, s'ils ne sont pas des guides qui maîtrisent la chose, ils ont peur de sortir avec le groupe français. Parce que le français, il est déjà prêt, il est décommenté, prêt, il sait ce qu'il va voir et ce qu'il va... Ils ont la réputation, Si le guide oui, fait un faux pas, il est tout de suite corrigé. Ce qui fait C'est que vrai. là, les Français, ils viennent en Égypte aussi pour le soir, mais aiment aussi le peuple égyptien. Et je vais vous dire, sens inverse, et tous les Égyptiens qui vont à Paris sentent qu'ils sont un peu en Égypte, parce qu'il y a le côté oriental, différent de l'atmosphère de Londres et plein d'autres... Et parce qu'ils retrouvent cet amour des Français. Justement. Voilà, absolument. C'est vrai que l'Égypte a toujours été très particulier pour la France. On les voit toujours comme les pharaons. Donc il y a cet héritage qui parfois nous fait du bien. Hein. Vous savez que M. Mitterrand, le président de la France, il a fait les pyramides en verre au pied de Louvre, dans le parc de... L'Égypte est présente partout. Mais c'est surtout les Français, ils sont très, très liés avec le peuple égyptien. C'est vrai. Bon, le monde entier, partout où on va, on trouve l'Égypte. Mais c'est surtout que là, le final sur le top champion, il y avait un Français et un Égyptien. Au final championnat du monde, il y avait un Français et un Égyptien.
c'est le destin. C'est magnifique. Oui, on est liés. Alors justement, excuse-moi Samar, puisqu'on parlait du ministre de la Jeunesse et du Sport, si vous vous souvenez, la dernière fois que vous étiez venu, il y avait avec vous un jeune homme qui avait remporté des médailles et qui était triste que le karaté traditionnel ne prenait pas autant de place dans le monde du sport, tel que le foot ou les autres activités, comme le squash par exemple, qui est très réputé en Égypte. Alors, c'est une question qui vous est adressée à tous les deux. Est-ce que les différents gouvernements des deux pays, justement, en effet, ne considèrent pas le karaté traditionnel ou ne le mettent pas en valeur comme les autres sports, malgré les médailles remportées respectivement par l'Égypte et par la France? Oui, je vais laisser Sandrine répondre par la suite. Pour les gens, d'abord, je voudrais vous remercier, Samar et Noah, pour votre accueil. Les médias, c'est les yeux du peuple aujourd'hui. Les médias, c'est l'arme redoutable, c'est l'arme la plus dangereuse dans le monde. On peut détruire et monter des nations par les médias. Et c'est très important que ces messages passent par vous. Les gens champions, j'en ai croisé un tout à l'heure, ancien champion, je ne vais pas dire la discipline, parce qu'il était mal considéré par son gouvernement autant que champion, il a arrêté de pratiquer ça, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, il y a un regard est en train de s'échanger, les disciplines sportives, sport individuel commencent à être regardées différemment, parce qu'un athlète, un Égyptien ou un Français ou un n'importe quel athlète sport individuel peut porter les drapeaux de son pays dans le monde entier. Et il y a un changement en train de se faire, mais ça c'est grâce à vous et grâce aux médias. Pardon. Non, c'est bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est grâce aux médias que la discipline va se développer toujours plus. Et aujourd'hui, les gens recherchent ces valeurs-là. Ces valeurs de tradition, ces valeurs d'éthique, ces valeurs de respect de soi. Et donc, c'est des disciplines qui sont en train de monter parce que les gens s'aperçoivent qu'au final, qu'est-ce qu'ils recherchent? Pas forcément la compétition, on va prendre des coups, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas que le sport dénature le sport, en fait. Et donc, il faut rester dans ces traditions et il faut rester dans nos valeurs. Et ça, c'est très important et c'est ce que nous défendons, en fait, au karaté traditionnel au niveau mondial. C'est nos valeurs. Si on dénature nos valeurs, on représente plus ce que l'on fait et c'est pas bon pour la discipline. Donc, petit à petit, les médias vont commencer à en parler, ça va être le bouche à oreille, ça va être ce qu'on représente est très important au niveau mondial. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau mondial, c'est vraiment, nous en France, on a des enseignements pédagogiques à partir des enfants à partir de 4 ans. On s'occupe des enfants qui sont exclus des collèges. Et tout ça, ça leur redonne du respect de soi, respect des autres. Respect de soi-même, c'est très important aussi. Et pourquoi? Et à travers un dicton qui s'appelle le dojo-kun, en fait. C'est le règlement dans le dojo, qui sont répétés à la fin et au début du cours. Oui. Et cette charte éthique, on va appeler ça comme ça pour être plus simple, leur montre le droit chemin, en fait, quelque part. Tu peux lui dire, les dojo-kun. Je peux le dire, le dojo-kun, donc c'est chercher la perfection du caractère. D'accord. Soyez fidèle. Soyez fidèle au dojo. Soyez constant dans l'effort, respectez les autres, retenez toute conduite violente. C'est un code de vie, là. Oui, c'est les bases de tout, en fait. Voilà, absolument. et ça s'appelle le dojo-kun, les règles dans le dojo. Le dojo étant le lieu où on pratique, mais ces règles s'appliquent aussi à l'extérieur du dojo. Oui. Et donc ce code de vie qu'on apprend aux enfants à partir de 4 ans, et le programme est évolutif, en fait, plus ils grandissent, plus c'est évolutif. À l'école, ils progressent énormément. Leurs notes changent, ils sont plus attentionnés sur leur travail, ils font moins de bêtises à l'extérieur. Et il y a eu des programmes au niveau du Brésil qui ont été mis en place comme ça. Ils sont plus conscients, je dirais. Ils sont plus conscients et ils sont plus concentrés et ils ont une autre façon de voir les choses, en fait. Ils ne sont pas dans la bagarre conflictuelle, en fait. Ils savent qu'ils peuvent régler les problèmes autrement. Oui. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est vrai qu'en France, le karaté, on commence très jeune et les gens sont attirés par le karaté. Très facilement, les parents inscrivent leurs enfants au karaté plutôt que du foot, par exemple. Oui. Pourquoi cette envie, justement? Est-ce que c'est justement pour ces enseignements-là? C'est justement pour ces enseignements-là. Moi, j'ai en fait le programme du karaté éveil des enfants de 4 ans, je l'ai mis en place, en fait, en France. Et après, je l'ai développé un peu partout. Mais on l'a mis en place parce qu'on s'est aperçu que les enfants, très tôt,
de façon ludique, ils travaillent leur motricité, ils développent la 3D en fait, qui est utilisée pour les maths, dans le déplacement dans l'espace. Ils apprennent à écouter et à respecter les règles. Et ça, quand on commence comme ça, au niveau de l'enseignement, au niveau primaire, ces enfants-là sont plus sereins déjà, et ils apprennent plus facilement, et ils écoutent plus en fait. Ce qui fait qu'il y a une réussite scolaire qui est faite, qui est beaucoup plus importante. On a fait des tests sur les enfants